Bonsoir à vous tous, bonsoir à vous toutes. Je suis extrêmement émue, extrêmement heureuse de vous accueillir ce soir. Merci d'être là à nos côtés. Je suis Émilie Valerius. Certains me connaissent pour mon engagement au sein du pôle Santé Rimed. Mais si je suis ici, ce soir, à vos côtés, c'est simplement en tant que femme. Je vais vous raconter une histoire. Mon histoire. Il a fallu 20 ans pour que mes douleurs portent enfin un nom. 20 ans à m'entendre dire, c'est le prix à payer. À mes 13 ans, mon corps crie pour la première fois. Des douleurs comme des lames de fond. On m'a répondu, c'est normal. C'est ça être une femme. À 13 ans, on croit les adultes. Alors on se tait, on apprend à souffrir, en silence, avec politesse. 23 ans, je m'installe en Martinique. Une gynécologue m'écoute enfin. Elle m'offre un court répit. Mais sous ce calme chimique, la grandeur, la douleur, l'ombre grandit, invisible, tenace. 26 ans, le désir d'être mère, j'arrête tout pour accueillir la vie. Mais c'est la douleur qui arrive en premier, sauvage, implacable. Je deviens maman, oui. 32 ans, le monde s'effondre. Une trompe perdue, un bébé envolé. Le verdict tombe, endométriose profonde. On me dit, vous n'aurez pas d'autre enfant. Mais la vie est parfois têtue. Elle me fera le bonheur d'être maman une seconde fois. 42 ans, le bilan est lourd. L'endométriose, l'adénomiose ont colonisé tout mon corps. Mon intestin, mes trompes, mon rectum, mes ovaires, ma vessie. Une chirurgie lourde, des semaines pour réapprendre à marcher, des organes retirés. Et la découverte d'une endométriose thoracique. Tout ça parce qu'on n'a pas cru. Tout ça parce qu'on ne m'a pas entendu. Parce qu'on ne savait pas. 20 ans d'errance. Et puis, 2 ans de répit, d'espoir. J'ai cru avoir gagné. Et puis les premiers signes, les premiers prémices des douleurs que l'on reconnaît si bien nous-mêmes. Ce moment où l'on réalise que le combat n'est jamais vraiment terminé. Aujourd'hui, nous sommes ensemble, avec nos cicatrices, mais surtout avec notre incroyable force. Aussi, transformons cette soirée en une énergie collective. Libérons les voix sans tabou. La parole est à vous. Elle est libre, elle est puissante. Merci d'être là. Merci à vous tous, merci à vous toutes. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Donc, nous avons déjà 1 an d'existence et nous venons de sortir le 5e numéro dans lequel on a travaillé sur un dossier entièrement dédié à l'endométriose. Et ce soir, c'est un petit peu comme si ce dossier prenait vie grâce à cette soirée. Et on a vraiment voulu que cette soirée soit un moment d'échange entre les institutionnels, les professionnels, les experts et les patientes. Donc merci à vous d'avoir répondu à cette invitation. Et merci aussi à nos partenaires sans qui cette soirée ne serait pas possible, Émilie. Le GIPRASPEG, l'association Liquide Chocolat et le laboratoire Maravilla. Merci à eux. Aussi sur scène, Marie-Laure Amétis, responsable communication du GIPRASPEG, Elodie Nestor de l'association Liquide Chocolat et Dahanin du laboratoire Maravilla à nous rejoindre sur scène s'il vous plaît. Alors bonsoir à tous, Marie-Laure Amétis, effectivement, donc pas responsable communication du GIPRASPEG, mais on est tous et toutes, je regarde mes collègues, on porte un petit peu cette casquette en ce moment. Donc qui nous sommes? Le GIPRASPEG, c'est un groupement d'intérêt public. Si je pourrais vous faire un dessin, il faut imaginer un train. Le GIP, c'est la tête du train et il y a plusieurs wagons. Et ces wagons, ce sont différents dispositifs. Et au fur et à mesure, on a le DAC, le DSR, le DIPOP, et on a un dernier dispositif qui vient de se mettre en place chez nous,
une filière endométriose. C'est très important parce que l'endométriose touche énormément de femmes. Le Gypraspec a cet engagement santé sur le territoire. Et donc, je voulais vraiment nous associer à cet événement ce soir et remercier notre directrice générale, Madame Myriam Chollet, qui n'a pas pu être présente aujourd'hui, qui voulait vraiment que nous puissions être présents et que cette filière endométriose en Guadeloupe, qui est portée par Madame Aperté ici présente et le docteur Sylvia Lurel, puisse être présente et rayonner et montrer à tous les acteurs que nous sommes avec vous et que nous sommes là pour travailler pour que l'endométriose ne soit plus cachée et que plus personne n'ait à vivre 20 ans pour pouvoir être aujourd'hui diagnostiqué et avoir une belle vie pour toutes. Donc merci encore. Je suis Elodie Nestor, la présidente de l'association Liquide Chocolat. Liquide Chocolat est une association qui a été créée en 2018. Ça fait un petit bout de temps qu'on œuvre sur le terrain pour accompagner les femmes qui souffrent, au départ c'était de l'endométriose. Donc c'était vraiment le cœur et la création de l'association, c'était d'accompagner les femmes qui souffrent d'endométriose et leur entourage, de pouvoir sensibiliser le grand public et surtout les jeunes, les adolescents, pour pouvoir justement briser cette errance médicale. Donc voilà, nous avons plusieurs missions sur le territoire. Et depuis maintenant 2 ans, nous avons ouvert l'association. Plus largement, nous accompagnons les femmes sur toutes les problématiques de santé féminine, sur la santé sexuelle, sur les fibromes, le SOPK. Enfin, voilà, parce que effectivement, en étant sur le terrain, on a de plus en plus de demandes de ces femmes qui n'ont pas forcément toutes les réponses et on a à cœur de pouvoir les accompagner. Donc c'est un honneur pour moi d'être là aujourd'hui, de voir en fait des têtes que je rencontre dans d'autres cadres. Par exemple le docteur Gassani avec qui on a pu faire notre première conférence et c'est vraiment très très important pour nous d'être là ce soir, d'être avec vous, qui nous accompagnez aussi depuis la création de l'association. À l'époque c'était dans d'autres cadres, mais maintenant on a grandi et l'oiseau fait son nid et on est partenaires, donc on est très contents d'être là. Merci. Merci Rimet de nous accueillir ici ce soir. On est très honorés d'être présents, surtout après ton témoignage, la vidéo qu'on a pu voir et la gravité en fait de la cause qui n'est pas rien et de pouvoir libérer la parole et en parler, c'est chouette. Du coup, je suis Aude Danen, la fondatrice du laboratoire Maravilla, un laboratoire qui fabrique des produits pour les problèmes du quotidien. C'est un laboratoire local à Petit-Bourg, un tout petit peu derrière Vallombreuse. On est vraiment dans le cœur. Et on a particulièrement un produit qui aide les femmes sur toutes les pathologies utérines en termes de massage. Et donc, ça va faire 3 ans aujourd'hui qu'on existe et on a d'excellents retours sur ce produit. Et c'est pour ça que je suis là ce soir, pour pouvoir vous le faire partager, vous le faire essayer, vous le faire découvrir. Et puis également vraiment soutenir cette cause du fond de notre cœur. Voilà. Merci beaucoup. Nous souhaitions aussi remercier notre marraine, une marraine engagée qui a accepté de révéler son histoire et son quotidien avec l'endométriose. Témoignage que vous pouvez découvrir dans le magazine et sur nos réseaux. Je vous propose de l'accueillir tout de suite, Laurence Joseph, humoriste. Merci Laurence d'être avec nous. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as accepté de faire la couve des magazines Rimet, que vous pouvez voir à l'écran, et accepter également d'être la marraine de cet événement? Alors déjà, bonsoir à tous, à toutes. Je suis vraiment très contente d'être là. J'ai accepté de faire cette couve parce que c'est un sujet qui me touche particulièrement. Et comme globalement dans ma carrière, j'ai beaucoup parlé de ce que je fais, pas forcément de ce que je suis ou ce que je vis, pour moi c'était important de partager en tout cas mon expérience par rapport à cette maladie. Et donc ça paraissait évident que je puisse en parler et je pense que j'ai grandi et donc je peux plus facilement parler de la chose, on va dire. C'était la première fois que tu en parlais dans un média? Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est, en fait, de cette manière, en tout cas, oui. Hein, j'ai jamais trop parlé de ça. Je trouvais que c'était quelque chose de très intime. Je suis quelqu'un assez réservé sur ma vie personnelle globalement. Les gens me connaissent à travers l'écran, à travers mes créations, mais c'est vrai que tout ce qui concerne ma vie privée, en général, je suis assez discrète. Et ce sujet, j'avais assez de force aujourd'hui pour en parler parce que je trouve que c'est important pour les autres femmes et pour nous toutes. Voilà.
Merci Laurence. Qu'est-ce que tu souhaiterais, Laurence, dire ce soir aux femmes qui sont présentes, justement? Bon courage. Non, je lâche pas l'humour. Hein. Dès que je suis sur une scène, ça... j'aimerais dire que on trouve plein de solutions en fait. Hein. Je trouve que c'est quand même un sujet. Bon, ça m'a fait pleurer votre truc là. Hein. C'est vrai que c'était très bien fait. Je me suis même dit pourquoi j'ai pas eu l'idée avant. Mais ça m'a fait pleurer. Disons que je pense qu'on a des solutions. En fait, ça vient. Ça s'est démocratisé, alors du coup, il y a plein de choses qui arrivent. Moi, comme je le disais dans l'interview, j'utilise vachement la nature, les choses naturelles, et c'est ça qui me guide et qui me donne beaucoup d'espoir parce que je vois les résultats physiques, je le sens, je le vois. Donc j'aimerais dire aux femmes ce soir, marchez avec une pomme de curcuma que vous pouvez mettre par détoxifions notre foie. Voilà, c'est ce que j'aimerais dire à toutes les femmes, et courage parce que c'est pas facile. Quoi. Voilà. Merci à tous et à toutes pour les retours. Je suis vraiment assez bluffée de tous les retours que j'ai eus sur les réseaux et tout. Et je pensais pas que c'était un sujet que les gens voulaient parler de ça. Et venez voir mon spectacle, j'en parle. Ernestine parle de son utérus, mais bon, c'est pour rire. Hein. Donc, du coup, merci beaucoup. Bonne soirée à tous. On va vous proposer 3 plateaux. Le premier causera le cadre de l'endométriose en Guadeloupe. Le deuxième abordera la question du couple et de la sexualité. Et le troisième offrira des solutions pour mieux vivre avec. On espère que ce talk sera utile et surtout sans filtre. Et vous serez sollicités pour poser vos questions. Vraiment, n'hésitez pas. L'idée, c'est que ce soit vraiment interactif. Vous pouvez poser des questions, vous pouvez témoigner. Laurence, tu n'hésites pas à intervenir. C'est parti pour le premier volet. On parle de plus en plus d'endométriose et c'est une très bonne chose. Mais qu'en est-il chez nous? Est-ce que l'endométriose ici se vit de la même façon? Quelles sont nos réalités ici? On va en parler avec le docteur Ali Gassani, qui est gynécologue obstétricien et qui nous rejoint sur scène. Et également Laura Aperté, qui est sage-femme et également coordinatrice de la nouvelle filière endométriose de Guadeloupe. Samy, même si tout le monde sait ce qu'est l'endométriose ici, est-ce qu'on peut dire en 2 mots, est-ce qu'on peut définir la maladie en 2 mots? Bonsoir à tous, du coup moi je suis Ali Gassani, je suis gynécologue obstétricien, à la fois en libéral et un peu au CHU. Je reconnais beaucoup de mes patientes, j'ai beaucoup de collègues, merci d'être là. Du coup l'endométriose, je pense que vous savez un peu ce que c'est. Du coup, c'est une maladie chronique inflammatoire de l'utérus, et pas que. On le verra un peu plus tard. Du coup, c'est le tissu de l'intérieur de l'utérus qu'on appelle l'endomètre qui arrive à s'exfiltrer à l'extérieur et se retrouver complètement en dehors de l'utérus. Et c'est là où tous les dégâts commencent. C'est une pathologie qui est fréquente. Pour l'instant, on dit 1 femme sur 10, voire 2. Mais je pense qu'une fois que la filière sera mise en place, une fois qu'on aura le recul, une fois qu'on va commencer à faire des études et vraiment l'objectiver, je pense qu'on a plus que 2 femmes sur 10. C'est une catastrophe, on en a tous les jours. Moi, j'en ai tous les jours en consultation, tous les jours. Donc, je ne pense pas qu'on soit à 1 femme sur 10. Est-ce que l'endométriose ici est la même qu'ailleurs? Est-ce qu'il n'y a pas des formes plus différentes ou plus sévères? Est-ce que vous observez ça au cabinet? Alors, c'est vrai que je l'observe, mais après, est-ce que c'est difficile de pouvoir le chiffrer tant que scientifiquement, c'est pas prouvé. Après, on sait que les patientes noires ont un peu plus de pathologies, que ce soit des fibromes, que ce soit de l'endométriose et de l'adénomiose. Propre à la Guadeloupe, ce qui est difficile, c'est qu'en France, on ne peut pas faire d'études sur les races, on n'a pas le droit de faire une étude sur les noirs et pas sur les blancs. Du coup, c'est un peu difficile de l'objectiver. On est obligé de se baser que sur des études américaines si vraiment on veut savoir cette histoire. En Guadeloupe, il y a un peu plus qu'en métropole. Mais c'est vrai qu'au quotidien, comme je vous disais, on en a vraiment beaucoup. Et de plus en plus jeunes. Alors, est-ce que c'est parce qu'on arrive à le dépister un peu plus facilement et qu'on voit la dame arriver avec la première question qu'on lui pose, on arrive tout de suite à savoir ce que c'est, alors qu'auparavant, on lui disait, prenez un Doliprane et ça va passer. Dans notre pratique, en tout cas, il ne se passe pas une journée que je ne pose pas le diagnostic d'endométriose. Ouais, je pensais aujourd'hui, ce que je disais tout à l'heure, je pensais venir aujourd'hui en disant que j'espère que cette errance médicale qu'on a dit entre 7 à 10 ans, qu'elle va se réduire, et que c'est vrai que moi, dans ma pratique, sur les quelques dernières années, il y a de moins en moins de patientes qui sont en errance. Mais en fait, c'est pas vrai. J'ai pris une claque hier, parce que hier, j'ai eu 2 patientes,
Il y en a une qui avait 42 et l'autre qui avait 38, et les deux, c'est moi qui ai posé le diagnostic hier, alors que celle de 42, elle avait mal depuis qu'elle avait 11 ans. Et je pensais que c'était plus d'actualité, mais en fait, si, c'est toujours d'actualité. Il y a toujours des patients qui font toute leur vie jusqu'à ce qu'elle ait des enfants ou pas, et qui finissent par avoir le diagnostic beaucoup plus tard, même aujourd'hui. Donc on parle encore d'errance diagnostique, ça peut durer plus de 10 ans. Et aujourd'hui, c'est un peu le rôle de la filière de réparer ça. Alors, de réparer, c'est l'espoir qu'on a, c'est de pouvoir en tout cas améliorer, avoir une rapidité de diagnostic. Pour ça, les missions de la filière, c'est vraiment de pouvoir accompagner les professionnels qui sont d'ores et déjà présents sur le territoire à encore plus se former sur l'endométriose, à encore mieux accompagner leurs patientes. Et ça, c'est vraiment tout un travail à faire. Moi, je salue déjà tous les professionnels sur le territoire de la Guadeloupe qui sont déjà formés, qui accompagnent déjà des patientes. Mais ces professionnels, autant que les patientes, ils crient à l'aide, en fait, ils crient à l'aide de pouvoir encore mieux les accompagner et avoir encore plus de ressources aussi pour ces patientes et qu'on puisse aussi complètement les suivre sur le territoire de la Guadeloupe sans forcément qu'elles aient besoin d'aller potentiellement ailleurs ou en métropole pour justement poursuivre leurs soins. Donc ça, c'est vraiment le rôle de la filière de pouvoir structurer le parcours de la patiente et le fluidifier du mieux que possible. Alors cette filière, elle est toute jeune, on l'attendait avec impatience. Elle date d'octobre 2025, fin d'année dernière. Quelles vont être vos priorités ? Alors la priorité de l'année, voire même ça va nous prendre un petit peu de temps, c'est la création d'un annuaire. L'annuaire, il est issu d'une demande de la stratégie nationale de santé sur la lutte contre l'endométriose. Cet annuaire, il a pour vocation à être vraiment un guide pour les patients et les professionnels sur le territoire pour que quand une patiente est suspecte d'endométriose ou est déjà diagnostiquée, en fait, on sache repérer les professionnels en capacité de les accompagner. Et quand on dit en capacité de les accompagner, c'est former pour la prise en charge de l'endométriose. Et il y a l'endométriose, mais aussi toutes les autres pathologies gynécologiques. Et c'est vrai que hier, on a eu une première formation au niveau du GIPRASPEG où on rappelle qu'il y a l'endométriose et il y a aussi tous les diagnostics différentiels. Et tous les professionnels doivent être vraiment en compétence pour accompagner ces femmes. Aujourd'hui, quel est le parcours de soins ? Quelqu'un qui suspecte une endométriose, qu'est-ce qu'elle doit faire ? Oui, je vous pose la question à tous les deux. Oui. Il faut consulter. Il faut consulter une sage-femme, il faut consulter un médecin généraliste, il faut consulter un gynécologue. Et je pense que moi, ce que je dis, c'est qu'il ne faut pas s'arrêter au premier diagnostic. Si vraiment, c'est vrai que le symptôme idéal, celui qui paraît le plus suspect, c'est vraiment les règles douloureuses. Mais il n'y a pas que ça. Il y a vraiment des rapports sexuels atroces, il y a des douleurs à la défécation. Ça, c'est des signes qui sont vraiment pathognomoniques dans le sens où si la dame elle vient et nous dit ça, on sait que c'est ça déjà. D'accord. L'infertilité, ouais, c'est 30 à 50% des infertilités sont liées à l'endométriose. Ça aussi, on met du temps à le découvrir. Mais généralement, c'est vraiment consulter un professionnel. Après, vous me direz, oui, non, c'est pas qui. C'est le but de l'annuaire, c'est le but de la soirée qu'on a travaillé hier. C'est de commencer à réfléchir qui est-ce qui va entrer dans cet annuaire et comment fluidifier le parcours pour que ce soit le plus réduit possible. Les professionnels sont là, il faut juste qu'on les connecte entre eux pour que ce soit un peu plus fluide. Et on va y arriver, on est vraiment motivés. Oui, je vois ça. Franchement, hier, on a bien travaillé. Hier soir, c'était vraiment bien. Et du coup, on se dit, en fait, on était tous là, on était une quarantaine, voire 40 à peu près. On était tous très motivés. On a dit, OK, on y va. On rédige l'annuaire, on rédige le circuit, qui voit qui en premier. Donc, je pense que ça va nous prendre un peu de temps pour le faire. Mais une fois qu'elle sera mise en place, ça va être vraiment chouette. La difficulté pour l'instant, c'est d'avoir des professionnels formés. C'est ça ? C'est d'avoir des professionnels formés, c'est aussi d'avoir une offre sur le territoire qui permette de construire un parcours complet. Là, aujourd'hui, on connaît très bien les difficultés, l'accès à certains examens complémentaires, notamment l'IRM. On a encore des patients qui doivent se rendre sur Saint-Martin pour faire des IRM pendant des délais qui sont raisonnables. Et actuellement, dans les niveaux de recours qui sont demandés ou qui vont être structurés, le niveau du 3e recours, c'est un recours d'un centre expert qui a plusieurs disciplines, donc c'est la chirurgie, la fertilité, la prise en charge de la douleur notamment, et pour le moment, même notre propre CHU n'est pas en capacité de pouvoir porter ce niveau 3. Donc en fait, il y a vraiment quelque chose à mettre en place là dans les prochaines années à venir, et c'est une volonté de l'Agence régionale de santé de pouvoir structurer le parcours de ces patientes-là. Donc il y a la formation des professionnels, il y a évidemment la sensibilisation des femmes, des professionnels de tous bords, parce qu'en fin de compte, là, ce que vous étiez en train de dire, c'est qu'une jeune fille de 11 ans
Mais avant même d'en arriver là aujourd'hui, il y a aussi tout le monde scolaire autour d'elle, les infirmières scolaires, les médecins qu'elle va voir, les pédiatres aussi potentiellement. Donc il y a énormément de professionnels de santé qui vont jalonner ce parcours-là. Et tous ces professionnels doivent être sensibilisés, formés à l'endométriose, en sachant qu'elle va évidemment évoluer au cours de l'année. Hein. On l'a bien vu au cours du témoignage, où en fin de compte, au cours de toute notre vie, on ne va pas avoir les mêmes symptômes. Mais pourtant, cette pathologie, il faut bien qu'elle soit diagnostiquée et prise en charge. Vous parlez de formes asymptomatiques, c'est rare ou ça existe Ça existe. Il y en a beaucoup. Oui, il y en a beaucoup. Après, les patientes qui souffrent d'infertilité, elles n'ont pas forcément conscience de la douleur, surtout les infertilités liées à l'endométriose. Et on a à peu près 30 à 50% des femmes qui consultent pour infertilité, où on ne trouve rien. Et du coup, on part du principe que c'est ce qu'on appelle des infertilités idiopathiques, c'est-à-dire sans raison apparente. Mais souvent, c'est de l'endométriose qui a caché derrière. Et qu'on arrive à voir uniquement lorsqu'on les opère et qu'on arrive à mettre en évidence. Mais l'IRM peut être normal, l'échographie peut être normale. La dame n'a pas de douleur. Elle a juste l'infertilité comme symptôme. Je reviens sur les niveaux de prise en charge. Concrètement, aujourd'hui, si on doit faire de la chirurgie complexe, ce n'est pas possible en Guadeloupe. Alors, il y a des chirurgies complexes qui sont prises en charge en Guadeloupe et je vais laisser le docteur Gassani répondre. Mais les chirurgies complexes, ça nécessite plus que 2 mains. Et là, je vais laisser le docteur Gassani répondre. En fait, sur la chirurgie complexe de l'endométriose, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça ne concerne pas que le gynécologue, on l'a compris. Ça concerne aussi l'urologue, donc le spécialiste de la vessie et les reins. Ça concerne le digestif, parce que ça touche le rectum. Et du coup, si on a une chirurgie complexe avec une atteinte de ces organes-là, ben en fait, il faut imaginer qu'il faut 3 spécialistes pour la même patiente. Par exemple, au jour d'aujourd'hui, en libéral, ça ne se fait pas, c'est difficile de coordonner. Au CHU, ce qui est compliqué, c'est que mon collègue, le docteur Vieille, qui fait ce type de chirurgie, il opère à Palais-Royal, donc le service est éclaté. Donc lui, il est à Palais-Royal, les chirurgies digestives, ils sont au CHU, les urologues, ils ont une antenne à Jarry, c'est hyper compliqué. Donc l'objectif, ce que hier disait notre chef de professeur parent, il disait que l'objectif, c'est qu'avec le CHU, on espère, il a dit 2e semestre 2026, si jamais on déménage, on finira par déménager. Du coup, c'est de pouvoir que toutes ces entités-là se retrouvent au même endroit. Et c'est beaucoup plus simple parce que le bloc, il est central. Donc, en fait, on peut organiser des prises en charge chirurgicales complexes avec le digestif, le gynécologue et l'urologue, ce qu'on ne fait pas pour l'instant. Donc, avec l'ouverture même du CHU, ça va déjà nous débloquer cette option-là. Après, il n'y aura pas que ça. Merci de vos réponses. Est-ce que vous avez des questions? Profitez. Vous avez le docteur Gassani à disposition et Laura Aperté de la filière. Si vous avez des questions, vraiment, n'hésitez pas. Par là-bas. Bonsoir. Je n'ai pas de questions, mais j'aimerais remercier le docteur Gassani. Vraiment, parce que j'ai vraiment souffert de ces années d'errance. C'est grâce à vous que j'ai pu mettre un mot sur oh, mais c'est dans votre tête. Vous n'avez pas besoin d'un arrêt pour aller travailler. Allez travailler, ça va passer. Je me rappelle de tous ces week-ends, de toutes ces semaines où j'étais pliée en deux et que je n'avais aucun interlocuteur pour me dire c'est ça que tu as comme maladie. Donc vraiment, je voulais vous remercier. Merci. On parle beaucoup de parcours terribles, en fait, comme si c'était un destin, comme si c'était vraiment irrévocable. Et on met souvent des étiquettes à des patientes, alors qu'en fait, on peut faire beaucoup par la parole. Donc, effectivement, et c'est le but de ce soir, donc parler et parler tôt et parler vite, ça permet de consulter, ça permet de traiter, ça permet de faire le suivi. Mais ce qui est vraiment essentiel, c'est de voir le nombre de patients, je ne sais pas si tu as le même sentiment que moi, qui arrivent avec des parcours de combattants après 5, 10, 15, 20 ans, donc pas de diagnostic, ou pire, diagnostic, mais qui ont toujours les 2 questions que je pose fréquemment et qui répondent. Première question, est-ce que vous avez toujours des règles? Et très souvent, eh bien, elles me répondent oui. Et deuxièmement, est-ce qu'on vous a parlé d'alimentation? Et très souvent, elles me parlent jamais. Donc il y a quand même la prévention, que ce soit au départ chez la jeune fille adolescente ou chez la femme qui a déjà été opérée 1 fois, 2 fois, 3 fois. Il y a quand même l'aspect préventif où on doit changer nos mentalités, les idées reçues qui sont effectivement essentielles. Je le vois tous les jours comme toi, c'est-à-dire que effectivement, l'endométriose, c'est l'endomètre. L'endomètre, plus il est épais, plus il fait des dégâts.
ce sont les règles. Et donc, il y a peut-être quelque chose à faire au niveau des règles. La règle, c'est stopper les règles. On peut en parler. C'est très intéressant sur les études qui montrent de stopper les règles. Et deuxième point, l'alimentation inflammatoire. On est passé donc de l'alimentation naturelle il y a 50 ans à une alimentation hyper transformée et très péjorative actuellement. Et donc on a actuellement plus de la moitié des aliments qui sont des aliments dégradés inflammatoires, qui entretiennent cette maladie, voire qui l'aggravent. Et concernant les règles, c'est vrai que je vais être peut-être provocateur, parce que j'aime bien être provocateur parfois, mais il est quand même essentiel de se rappeler que depuis 3 millions d'années, dans la nature humaine, chez la femme, mais les femmes n'avaient quasiment pas de règles. Elles avaient 50 cycles en moyenne sur une vie, alors qu'elles ont maintenant 450 cycles. C'est-à-dire qu'on est passé à 10 fois plus de règles. Pourquoi? Parce qu'elles ne font pas d'enfants, elles font plus d'enfants, très peu, alors qu'avant, les femmes mouraient à 40 ans, elles avaient 10, 15, 20 grossesses, et elles avaient des périodes d'alternance entre grossesse et allaitement pendant 1, 2, 3 ans, donc elles étaient enceintes, elles allaitaient, et elles mouraient à 40 ans. Donc ça, c'est depuis 3 millions d'années. Donc tout a changé, en fait. Et on imagine que les règles, c'est naturel. Or, médicalement, je crois que tu seras d'accord avec moi, c'est évident que c'est prouvé que les règles n'ont aucune utilité biologique et qu'il faut faire quelque chose très tôt. Et maintenant, on a des moyens super pour les réduire ou pour les supprimer, avec des moyens sans danger. Et il faut aussi donc éliminer la peur des hormones, la peur des règles, la peur de tout, en fait. Mais il est vrai qu'il y a beaucoup d'espoir là-dessus. Et quand on change nos idées reçues, qu'on travaille sur les règles et sur l'alimentation, on peut avoir d'énormes résultats, en fait. Et ça, je pense que c'est un message d'espoir qu'il faut vraiment diffuser de plus en plus. Il n'y a pas de destinée, vous n'êtes pas lié à la souffrance toute votre vie si vous avez un diagnostic d'endométriose. C'est ce que je voulais dire, entre autres. Il y a tellement de choses à dire. Merci beaucoup. Vous ne vous êtes pas présenté, c'est le docteur Michel Galandi. Michel Galandi qui est avec nous ce soir. Merci beaucoup d'être là, ça nous fait très plaisir. Merci beaucoup à vous pour ces éclairages. Vous vouliez rajouter quelque chose? Moi, je suis très ouvert, dans le sens où mon objectif à moi, en fait, c'est juste améliorer la qualité de la patiente et préserver sa fertilité, peu importe les moyens. Donc, si la patiente, elle vient, elle me dit, moi, je prends ça, ça fonctionne, je dis, madame, tant que ça ne vous fait pas de mal, on continue, on trace. Donc, je ne suis pas là ni pour arrêter les règles, ni pour rien du tout. Chacun fait ce qu'il veut. L'objectif, c'est que la patiente soit écoutée et qu'on arrive à trouver un bon compromis. C'est une prise en charge de la patiente. Moi, je suis juste là pour l'accompagner avec les armes dont je dispose. Mais après, c'est elle qui choisit et c'est elle qui décide de ce qu'elle veut faire. Donc, quand on passe par une prise en charge de la pilule pour arrêter les règles et que finalement on fait 2 mois et qu'elle passe à autre chose, on continue. L'objectif, c'est qu'elle aille bien. Merci beaucoup, Dr Gassani. Merci beaucoup, Laura, pour ces éclairages essentiels. Nous allons faire ensemble un petit jeu. On vous a distribué à l'entrée des cartons rouges et des cartons verts. Donc l'idée, c'est qu'on va vous poser des affirmations. Vous levez le carton vert si vous jugez que c'est vrai, et vous levez le rouge si vous jugez que c'est faux. Et ensuite, nos intervenants répondront à ces affirmations. C'est parti pour la première affirmation. Avec l'endométriose, la douleur pendant les rapports sexuels est fréquente. Rouge ou vert? Majorité de vert, pardon. Et on a 2 rouges qui sont devenus verts. Donc une majorité de vert. Je me tourne vers vous, Diana Mollard. Est-ce que cette douleur, elle est fréquente? Est-ce que vous pouvez nous en parler pendant les rapports sexuels? Est-ce que c'est problématique? Alors bonsoir à tous et à toutes. Alors effectivement, votre public ne s'est pas trompé. Les douleurs sexuelles sont très fréquentes en cas d'endométriose. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs les dyspareunies. On en a parlé tout à l'heure dans le volet 1 justement. Donc souvent les femmes me décrivent vraiment des douleurs insupportables, intolérables. Il y a même des femmes qui me disent qu'elles ressentent comme des coups de poignard dans leur vagin, tellement c'est atroce. Donc on imagine bien que quand on ressent ça, on n'a pas envie d'être pénétré, on n'a des fois même pas envie d'être touché tout simplement par son conjoint.
Et vous imaginez bien à quel point ces douleurs affectent même toute la vie sexuelle de la femme, toute sa réponse sexuelle. Aussi bien son désir, son excitation, donc il peut même y avoir aussi de la sécheresse vaginale, ce qui va amplifier les douleurs. Des répercussions bien évidemment aussi au niveau de son plaisir, donc avec une diminution, voire une chute aussi de son plaisir. À force de souffrir, certaines femmes vont connaître aussi ce qu'on appelle du vaginisme, donc ce sont des contractions du vagin, on peut résumer ça comme ça, qui vont empêcher, bloquer le vagin de recevoir des tentatives de pénétration. En plus, donc comme vous l'avez compris, ces douleurs impactent aussi bien physiquement la femme, bien évidemment, mais psychologiquement, émotionnellement aussi, à cause de toutes les répercussions que les douleurs vont avoir sur leur corps, sur leur sexualité. Et on sait très bien que les douleurs à la longue, même les dyspareunies, finissent par impacter le moral aussi de la femme. Ça va impacter bien évidemment sa vie intime avec son conjoint. Et puis au niveau psychologique, il y a aussi ce qu'on appelle le cercle vicieux de la douleur qui va se mettre en place. Donc la femme qui souffre de façon répétée pendant ses rapports sexuels va développer une peur de la douleur. Donc ça va forcément entacher les prochaines tentatives sexuelles. Il y aura toujours une anticipation anxiogène des rapports sexuels. Elle risque de se contracter physiquement, vaginalement encore plus, ce qui va amplifier les douleurs. Et donc elle risque aussi à la longue d'essayer d'éviter, d'abord d'espacer peut-être, mais ensuite d'éviter, de se retirer complètement de la vie sexuelle aussi. Donc on voit bien à quel point les douleurs ont beaucoup de répercussions sur la sexualité et puis également sur la vie intime avec le conjoint. J'ai une autre affirmation. Il est facile d'exprimer ce qu'on ressent à son partenaire. Qu'est-ce que vous en pensez? Majorité de rouge. Est-ce qu'on peut avoir la réponse? Le témoignage d'Elodie Nestor. Vous avez dit rouge ou vert, vous, Elodie? Moi, j'ai dit les deux. D'accord. J'ai dit les deux parce qu'il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Ça va dépendre de la personne qu'on a en face de soi. Ça va dépendre aussi de nous-mêmes, hein, comment on vit la maladie, ce qu'on en sait, comment on vit aussi les choses dans son corps. Donc, finalement, c'est pas une réponse à laquelle on peut répondre, selon moi, oui ou non. On peut avoir une relation pendant très longtemps avec quelqu'un et ne pas pouvoir échanger, et puis rencontrer quelqu'un qui est plus ouvert et les choses se passent complètement différemment. Voilà. Donc, est-ce que certaines personnes veulent témoigner? Est-ce que ça a été facile pour vous d'en parler ou pas du tout? Alors moi, j'ai découvert très tardivement que j'avais de l'endométriose. Parce que j'ai été sous pilule très tôt, donc j'avais pas de règles douloureuses, j'avais pas trop de symptômes, j'avais des maux de ventre, mais ça s'arrêtait là. C'était pas un handicap pour moi. Et alors donc quand j'ai découvert la maladie, j'ai eu la chance d'avoir un partenaire qui était très très à l'écoute, même s'il y avait quand même de l'incompréhension. Parce que c'est vrai que quand j'étais malade, c'était la panique totale. Donc il fallait que je le gère lui, et il fallait que je me gère moi. Donc c'était un petit peu compliqué au début pour qu'il puisse appréhender la maladie. Il me disait, je ne sais pas quoi faire, comment je peux t'aider, qu'est-ce que je peux faire, voilà. Mais j'avais quand même quelqu'un qui était très à l'écoute et sur qui je pouvais vraiment m'appuyer. Et je pense que ça fait totalement la différence. Ça aide aussi pour pouvoir verbaliser les choses. Et je dirais aussi qu'on se sent moins coupable. Parce que parfois, quand on ne peut pas satisfaire son partenaire, c'est aussi difficile pour la femme. Alors, même si on a quelqu'un qui est très compréhensif, à la longue, ça érête quand même le couple. Ça érête quand même. Et donc, c'est vrai que je rejoins un petit peu Elodie, ça dépend de la personne qu'on a en face de soi. Il y a des partenaires qui vont être un petit peu plus à l'écoute, il y en a d'autres qui vont être un petit peu plus en retrait, peut-être aussi parce qu'ils ne comprennent tout simplement pas ou qu'ils ne savent pas comment se positionner. Donc voilà, c'est une compréhension dans les deux sens. Merci. Et je voulais juste rajouter aussi que c'est l'éducation du partenaire, c'est important. Parce qu'on l'a vu dans les témoignages, on voit la différence entre des gens qui connaissent un peu la maladie, donc qui savent de quoi on parle, qui connaissent un petit peu le quotidien, et d'autres personnes parfois qui peuvent avoir des a priori ou qui ont un manque de connaissances. Et ça aussi, ça va beaucoup jouer dans la manière dont les choses vont être gérées au quotidien. Merci. Vous faites, Elodie Nestor, des ateliers où les couples sont invités à participer? Eh bien, oui, tout à fait. On organise des ateliers. D'ailleurs, le premier atelier qu'on a animé, c'était avec Diane.
Et c'est vrai que c'est un sujet qui reste quand même tabou. On s'est beaucoup questionné quand on a mis en place cet atelier de savoir est-ce qu'on fait un atelier pour les couples, est-ce qu'on fait un atelier pour les femmes, est-ce qu'on fait un atelier pour les hommes. Finalement, on a opté pour les femmes parce qu'on s'est dit que pour un couple, c'est encore un exercice de savoir en fonction du couple où il en est. Voilà. Et quand bien même on a fait cet atelier qu'avec des femmes, on s'est retrouvé avec un atelier complet, mais des annulations de dernière minute parce que c'est un sujet quand même qui reste difficile à aborder comme ça avec des inconnus. Difficile à aborder déjà pour soi-même. Hein. Et donc oui, on organise ces ateliers. On a, dans notre association, on a à cœur d'avoir aussi des hommes, parce que même si c'est une maladie qui touche physiquement la femme, on a des hommes qui vivent la maladie à travers ces femmes qui peuvent être leurs femmes, mais qui peuvent être aussi leurs filles, leurs nièces, voilà. Donc l'association, elle est ouverte autant pour les hommes que pour les femmes. Et on a de plus en plus d'hommes qui veulent des ateliers. Parce que souvent, quand les femmes font des choses, les hommes n'aiment pas trop que ce soit que pour les femmes. Et c'est vrai que c'est une demande très forte des hommes de pouvoir connaître plus la maladie, pouvoir aider aussi leur compagne. Voilà. Monsieur, vous avez levé la main tout à l'heure. J'ai levé la main. Bonsoir à tous, je m'appelle Loïc. Bonsoir Loïc. J'avais prévu de ne pas parler ce soir, juste d'accompagner ma compagne. Et je sais pas, si c'était plus fort que moi, il fallait que je parle. Moi, je l'ai appris, j'avais 21 ans. C'était en 2015, donc ça fait 13 ans qu'on est ensemble, 4 ans que nous sommes mariés. On a eu la chance d'avoir un enfant, c'était très difficile pour nous. On s'est battus. Je ne vais pas dire qu'on a gagné, mais on a fait notre chemin, notre parcours. Ce que j'ai envie de dire ce soir, parce qu'on parle beaucoup des femmes, mais je vais donner moi mon ressenti en tant qu'homme, c'est que messieurs, ne jouez pas les zéros. Faites ce que vous pouvez faire, parce que moi, lorsque je l'ai appris en 2015, au-dessus de mes 21 ans, je me suis dit, wow, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je dois faire? Je n'avais aucune réponse. Et comment je me suis, formé ou j'ai appris, c'est en accompagnant à des rendez-vous. C'est moi-même, je me revois à mon travail en train de faire des recherches sur Internet. Et c'est un jour où on commençait à vivre ensemble, je la vois qui se plie dans la chambre, dit qu'elle ne peut pas aller travailler. Et un soir, elle regarde le reportage sur TF1 de Laetitia Milo et elle me dit, mais c'est ce que j'ai. Et on ne me croit pas. Je lui ai dit, écoute, moi je te crois. S'il faut que tu te fasses opérer, on le fera. Donc on a fait des recherches. Partir à Bordeaux en 2018. On est allé dans une polyclinique, on est allé voir le docteur Horace, docteur Forestier, je m'en rappelle très bien. Nous sommes partis. Vous la voyez, la Sylvain ne dit rien, mais elle a une stomie digestive, une remise en continuité. Moi je m'en rappelle, pendant plus d'1 an de rémission, un régime particulier. On a lutté, on a souffert pour avoir un enfant pendant des années. Maintenant, on a un petit garçon de 3 ans qui est magnifique, qui est... Waouh, je ne sais pas comment décrire cet enfant, qu'on a failli perdre en plus. Et moi, ce que j'ai envie de dire, mesdames, c'est franchement beaucoup de respect à vous. Continuez à vous battre parce que nous, les hommes, on ne peut pas imaginer ce que vous ressentez et on ne cherche pas à imaginer ce que vous ressentez, mais la seule chose qu'on puisse faire, c'est vous accompagner. On n'est pas parfait parce qu'on ne peut pas vous comprendre, mais dans tous les cas, on sera toujours là pour vous aider. C'était juste mon message ce soir. La troisième affirmation est l'endométriose affecte l'estime de soi. Qu'est-ce que vous en pensez? Une vague de cartons verts. Qui a envie de répondre sur l'estime de soi? Il y avait un carton rouge. Oui, je pense que l'endométriose affecte l'estime de soi. C'est quelque chose qu'on travaille. On accompagne aussi les femmes sur ce volet parce que c'est très très important. Elle va affecter l'estime de soi parce que elle aura un impact sur le corps de façon invisible, avec ces maladies qu'on ne voit pas mais qu'on ressent, mais aussi de façon visible parce qu'en fonction des traitements qu'on a, tout à l'heure Loïc a parlé de la chirurgie digestive. Quand on se retrouve avec une poche de stomie
pendant des mois et qu'on a un compagnon, comment on gère ça? Quand on perd énormément de poids suite à une chirurgie, comment on gère ce changement de corps? Ou alors quand on prend énormément de poids, puisque ce sont quand même des hormones pour la plupart des traitements qu'on prend. Donc oui, il y a une altération déjà de l'image qu'on a de soi, c'est quelque chose qu'on travaille. Il y a une altération de l'estime de soi aussi par rapport au regard des autres, puisque la maladie, elle va questionner pas mal de choses. Elle va questionner la féminité, elle va questionner la maternité, et je dirais même, c'est quelque chose que je dis souvent, elle questionne l'identité, qui on est finalement, si on ne peut pas faire plaisir à son compagnon ou sa compagne, parce qu'on a parlé beaucoup des douleurs lors de la pénétration, mais il faut savoir que après un rapport, on peut aussi avoir des douleurs après un orgasme. Donc voilà, c'est pas forcément à la pénétration. Donc peu importe avec qui on a ce rapport finalement, s'il n'y a pas de pénétration, on peut aussi avoir des douleurs. Donc ça questionne l'identité de savoir, voilà, comment, qui je suis, est-ce que je compte? Si l'autre ne voit pas ma douleur, si je ne peux pas la verbaliser, si je pèse trop, finalement. Donc oui, je pense qu'elle altère, qu'elle affecte l'estime de soi, mais encore une fois, c'est pas une fatalité, c'est quelque chose qu'on peut travailler. Voilà, je peux compléter. Oui, en fait, je rebondirais sur ce qu'Élodie vient de dire. C'est vrai que l'endométriose affecte l'estime de soi, la confiance en soi des femmes, comme on l'a dit tout à l'heure, parce qu'il peut y avoir des transformations, des modifications physiques. Donc la femme peut se sentir moins désirable, donc ce qui va impacter son estime d'elle-même. En plus, quand on l'a dit tout à l'heure, hein, les douleurs à répétition aussi font que ça nous renvoie que le corps il est défaillant, il est peut-être perçu comme anormal. Donc ça aussi, ça renvoie pas forcément une bonne estime, une bonne image de soi. Et puis comme Élodie l'a dit tout à l'heure, avec l'endométriose, il y a des troubles de l'infertilité. Donc les femmes se disent, mais si je ne peux pas être mère, si je ne peux pas arriver à avoir un enfant naturellement, ben peut-être que je ne suis pas une femme. Donc ça affecte là aussi l'estime de soi. Et puis la sexualité aussi, pour beaucoup de femmes, ne pas pouvoir avoir une sexualité fluide, spontanée, naturelle, ça aussi, ça peut affecter l'estime de soi chez la femme, qui peut avoir le sentiment qu'elle est anormale, différente par rapport aux autres femmes, ou encore qu'elle prive son conjoint d'une sexualité facile, d'une sexualité spontanée, encore une fois. Donc tout ça, ça affecte l'estime de soi chez la femme. Quatrième affirmation, le partenaire ne peut rien faire pour aider. Carton rouge. Loïc a donné tout à l'heure des éléments de réponse. Est-ce que d'autres personnes veulent intervenir, des hommes? Est-ce que vous pouvez nous témoigner, nous dire ce que vous faites pour aider? Est-ce que, mesdames, faire la vaisselle, par exemple, ça peut vous soulager? Aller faire les courses Moi, je voulais dire qu'on peut aider dans un premier temps psychologiquement, vu qu'on ne sait pas vraiment ce que la personne vit. Mais en l'accompagnant, en étant là près d'elle, ça a un impact. Ça a forcément un impact. Quelqu'un en qui elle a confiance, elle peut se livrer, elle peut dire ce qu'elle ressent. Après, moi, de mon point de vue personnel, je vais dire que je suis radiateur, en vrai. Parce que la chaleur, blotti, collé, côté, ça aide aussi. Donc, on peut aider les gars. Alors, moi, je vais parler pour mon mari. Il aurait pu être là, mais bon, il est avec les enfants. Mais j'ai la chance d'avoir un partenaire qui, depuis des années, je me suis retrouvée dans le témoignage sur l'errance médicale, puisque le diagnostic a été posé il y a 5 ans. J'ai 47 ans. Il y a 5 ans. Et avec un gynécologue absolument extraordinaire, le docteur Toto, et qui a changé ma vie. Mais c'est vrai, depuis le début, mon mari m'a toujours accompagnée à tous mes rendez-vous médicaux parce que justement, on s'est connus jeunes et il a connu très tôt les douleurs, le désespoir, l'envie de mourir parfois. Je me dis avec des trémolos dans la voix parce que c'est encore, même s'il y a 20 ans, c'est encore vraiment prégnant. Et il m'a toujours accompagnée, il m'a toujours cru. Quel que soit ce que je lui décrivais, il le croyait. Et il est d'un soutien vraiment exceptionnel parce que, et monsieur vous l'avez dit, je me blottis contre lui.
bon, ça fait donc 5 ans que je ne rate plus le travail et tout, mais quand je ratais, il prenait un arrêt. Donc, ou alors il arrivait à arranger l'emploi du temps pour être là plus tôt ou pour partir plus tard. Il s'arrangeait pour que j'ai tout ce qu'il faut sous la main, mes médicaments, mon eau, ma bouillotte, tout ce qu'il faut. Et il s'arrangeait toujours pour que quelqu'un passe à la maison, maman, ma soeur, mes soeurs. Il m'appelait tout le temps pour savoir comment j'allais. Et ça, psychologiquement, c'est extraordinaire. Parce qu'on se dit que c'est pas dans notre tête, on n'est pas seul. Il y a quelqu'un avec nous et même en dehors des crises, donc en dehors des règles, il a toujours à cœur que je sois à l'aise, parce que des fois j'ai des douleurs au dos, des choses comme ça, de la fatigue, vous le savez déjà. Donc, bien évidemment, c'est un homme qui fait tout ce qu'il faut à la maison, qui s'occupe des enfants. Et oui, je sais, quand je raconte ça, on croit qu'il n'existe pas, mais je peux vous dire qu'il existe. Et vraiment, il existe. Et s'il n'avait pas été là, je pense vraiment que psychologiquement, je ne suis même pas sûre que j'aurais été là. Physiquement, je crois, parce que j'ai pensé souvent à mettre fin, hein, carrément. Déjà, je ne voulais pas avoir d'enfants. Je me suis dit, autant enlever tout ça. Très tôt, hein, puisque l'envie d'avoir des enfants arrive à un moment. Mais je lui dis, moi, je ne veux pas. On avait quoi, 20 ans, 21 ans. Je lui dis, laisse tomber, on enlève tout ça, je ne veux pas d'enfants. Il me dit, mais on est là, je suis là avec toi, on est deux, ça va aller et tout. Et c'est vrai qu'il a fait des choses que je pense que certains ne pourraient même pas imaginer faire ça. Je peux le dire, la parole est ouverte, on a dit qu'il n'y a pas de tabou. Il me nettoyait des fois, il changeait mes serviettes, il changeait mes tampons. Je peux le dire parce que quand je ne pouvais pas, quand j'étais pliée comme ça, je me dis, mais qu'est-ce que je peux faire? Vas-y, mets-toi comme ça, je vais faire pour toi, ça va aller. Et c'est vrai que s'il n'avait pas été là, ça n'aurait pas été possible. Donc c'est pour lui que je parle et puis je sais qu'il sait que je témoigne pour lui. Voilà. Pire que ça, c'est ma grande sœur, alors tout est vrai, tout est vrai. Et on vit la maladie toutes les deux de façon très différente parce que moi aussi j'endométriose aussi. Depuis que la 14-15 ans, des douleurs comme ça terribles, et moi pas du tout, pas pareil. Mais donc on peut aussi dire qu'il y a un grand spectre de cette maladie-là. Il y a des gens qui souffrent énormément, ça se voit, d'autres que ça se voit moins. Mais c'est tout autant important et il faut le reconnaître qu'il y a différentes façons de vivre la maladie. C'est tout à fait tout aussi difficile parce que ça peut se traduire de façon, voilà, l'infertilité et tout ça. Mais le soutien d'un compagnon qui comprend et qui s'implique et tout ça, c'est vraiment, ça n'a pas de prix, quoi. C'est extraordinaire. Et on parlait de sexualité, c'est vrai que des fois, on n'a pas envie on a des douleurs et on a peur, justement, on anticipe les douleurs. Mais on aime son compagnon, on veut lui faire plaisir, entre guillemets, et des fois on peut mettre de côté, moi je parle pour moi-même, mes propres douleurs, par amour, mais c'est tellement difficile, et des fois on a tellement assez de parler, de tout ça, c'est vraiment, enfin je sais pas, tu peux parler, c'est vraiment, ça peut être tellement différent, c'est tellement difficile, c'est tellement important d'en parler comme on fait ce soir, donc merci encore pour tout ça. Certaines positions peuvent être moins douloureuses, vrai ou faux? Tu pourrais tester et approuver, peut-être Diane. J'aimerais bien avoir l'avis de votre public qui a levé majoritairement du verre. Alors vous pensez à quelle position par exemple? Parlons vrai. Missionnaire par exemple. Position moins douloureuse, oui. Oui, exactement, les cuillères, hein, en position latérale comme ça, l'homme derrière sa partenaire, ça permet vraiment une pénétration peu profonde. En plus, il y a vraiment cette proximité, on est collés l'un à l'autre, donc il y a vraiment cette fusion avec l'autre. En plus, le partenaire peut nous embrasser dans la nuque, il peut nous caresser devant, donc ça peut être vraiment une position qui peut être favorable. Sinon, il y a la position aussi de l'andromaque, quand la femme est sur son partenaire. Donc ça a l'avantage d'être une position où la femme peut maîtriser la profondeur, l'angle, le rythme aussi de la pénétration. Il y a des femmes qui m'ont parlé d'une position, c'est la liane. Je ne sais pas si vous la connaissez. Alors c'est une position qui peut convenir à certaines femmes, mais pas à toutes, puisque comme on l'a dit tout à l'heure, il y a plusieurs formes d'endométriose.
elle n'impacte pas toutes les femmes de la même façon, donc les femmes ne ressentent pas toutes les mêmes douleurs, etc. Donc la liane, en fait, c'est quand les deux partenaires sont debout et que la femme va encercler, entourer avec l'une de ses jambes son conjoint. Alors il y a des femmes à qui cette position convient, parce que c'est une pénétration qui peut être progressive, quand pour d'autres femmes ça ne convient pas forcément, qui trouvent ça trop acrobatique. Mais en tout cas, voilà, il faut vraiment s'écouter et puis déterminer en fonction de sa condition physique, sa souplesse, ses envies, ses douleurs et tout ça, ce qui peut convenir. Après, il y a une autre position dont je peux vous parler, c'est celle du lotus. Alors, c'est une position, oui, c'est une position qui est inspirée du tantrisme et du yoga. Alors, encore une fois, ça dépend des femmes, ça dépend des couples. En fait, c'est une position où l'homme va être assis en tailleur et la femme sur lui. Et elle va l'entourer avec ses jambes. Et là aussi, c'est une pénétration qui peut se faire doucement, progressivement. Et elle a l'avantage aussi d'être très fusionnelle, cette position. Donc, il y a vraiment ce contact visuel qui peut être très intense, très érotique avec le partenaire. Et puis là aussi, vous pouvez vous embrasser, vous regarder, comme je le disais, vous câliner, etc. Donc ça peut être aussi une position intéressante. Mais encore une fois, ça dépend des femmes, parce que vous l'avez bien compris, il n'y a pas forcément de position universelle qui convienne à toutes les femmes atteintes d'endométriose. Il y a des femmes, par exemple, à qui le lotus ne va pas convenir, qui ne pourront pas tenir ça sur la durée. Donc c'est pour ça que c'est vraiment important, on en a parlé tout à l'heure, de communiquer avec son partenaire. On l'a dit, la communication sur ce qu'on ressent n'est pas facile. Déjà en temps ordinaire, c'est pas toujours facile d'exprimer à son conjoint ce qu'on ressent. Et surtout, et quand il s'agit d'endométriose, de symptômes, de douleurs, c'est souvent difficile à verbaliser, mais pourtant c'est important pour que le partenaire, le conjoint puisse nous comprendre, parce qu'il n'est pas à notre place, il est témoin des souffrances de ce qu'on ressent, mais il n'est pas en mesure de ressentir ce qu'on vit, donc c'est important de communiquer. Et en matière de sexualité aussi, c'est important de communiquer, parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, je crois comme le docteur Galandi l'a dit tout à l'heure, on peut très bien vivre une vie sexuelle malgré l'endométriose. Il faut effectivement adapter sa sexualité, peut-être choisir des moments où ça peut être plus propice, se dire ok pour la pénétration, mais choisir des positions qui peuvent être plus confortables, plus adaptées. Reconnaître aussi que la sexualité ne se limite pas à la pénétration, donc c'est s'ouvrir pour essayer d'autres choses, d'autres formes de sexualité qui peuvent passer par la masturbation, par la fellation cunilingus, ça peut passer par les massages érotiques. Il y a plein d'autres zones érogènes que le sexe, mais il faut prendre le temps justement de s'ouvrir à ça, de les découvrir aussi. Et en fait, dans l'endométriose, le corps est tellement source de souffrance, il est tellement médicalisé aussi, qu'il perd ce côté érogène. Et justement, c'est important d'aider aussi les femmes à pouvoir se reconnecter à leur corps plaisir, de pouvoir réérotiser leur corps. Et justement, c'est très important et ça peut être intéressant. Donc ça peut permettre aux femmes... Je pense à quelque chose d'ailleurs pendant que je vous dis ça, c'est que dans la sexualité, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas que la génitalité. Donc on peut aussi s'inspirer de pratiques telles que le slow sex, le tantrisme, qui permettent vraiment de mettre l'accent plus sur le voyage en fait, le voyage érotique que la destination, c'est-à-dire la pénétration. Et on peut vraiment être dans la pleine conscience, dans le moment présent, dans l'accueil des sensations qui peuvent être plaisantes. Donc on prend le temps, mais il faut être patient, ouvert à ça, prêt à essayer. Et je pourrais rajouter quelque chose, parce que tout à l'heure je vous ai parlé de la position du lotus. C'est la version génitalisée, mais en fait, il y a une position qui ressemble à celle-ci, qu'on peut faire sans pénétration, que dans le tantrisme, on appelle le yabnyum. Et en fait, c'est un petit peu le même principe, c'est-à-dire que l'homme va être assis, la partenaire sur lui, donc comme je vous ai dit, pas d'obligation de pénétration. Si on n'est pas à l'aise comme ça, on peut très bien se faire face à face sans forcément être assis en tailleur. Et l'objectif, c'est de vraiment maintenir le contact visuel. Et en même temps, d'harmoniser les respirations. Donc quand il y en a un qui inspire, l'autre expire. Donc si on joue ce jeu-là, ça peut vraiment être quelque chose de très intime, de très profond et même de très érotique aussi. Donc tout ça pour dire qu'on n'est pas obligé toujours de passer par la pénétration, mais encore une fois, la communication est très très importante pour trouver ensemble des alternatives. Il ne faut pas que le couple oublie qu'il est une équipe, et en matière de sexualité, même si je comprends tout à fait que ce n'est pas toujours facile de parler de sexualité, mais c'est important dans le couple. Si on n'y arrive pas, on peut consulter, on peut en parler à son médecin, à son sexologue, etc. Donc c'est important de se faire accompagner de façon pluridisciplinaire. Ce sera le dernier volet. Là aussi, n'hésitez pas à poser des questions.
Donc seront abordées les questions de kinésithérapie, plantes et alimentation. Cécile Ross, quels sont les bienfaits de la kinésithérapie quand on souffre d'endométriose? Alors bonsoir à tous et à toutes. Du coup, Cécile Ross, je suis kiné spécialisée en santé féminine et notamment douleurs pelviennes et endométriose, du coup ça tombe bien. On m'a proposé de venir vous voir et de vous parler de la kiné. Alors, c'est pas moi qui vais vous dire c'est bien ça, ça a été prouvé que la kinésithérapie pouvait amener des choses intéressantes pour les femmes. Alors, je vais commencer par une image parce que des fois, je me rends compte avec mes patientes qu'on a du mal à imaginer comment c'est l'endo à l'intérieur. J'aime bien partir de l'image, en fait, c'est du tissu cicatriciel, le corps se défend et on a du tissu cicatriciel qui se crée. Et ce tissu-là, en fait, on va imaginer un chewing-gum. Vous prenez un chewing-gum, il est frais, vous le sortez de votre bouche, il est souple. Okay. Après, vous laissez ce chewing-gum-là un petit peu au repos, il va se rigidifier quelque part, hein, et vous le laissez sécher, quoi. Bon, bah en fait, ce qui se passe à l'intérieur, c'est un peu ça. Alors, c'est peut-être un peu cru de le décrire comme ça, mais je pense que c'est important de le comprendre. Je dis souvent aux patientes, le savoir, c'est le pouvoir. Si vous comprenez un petit peu mieux votre maladie, vous pouvez aussi mieux la gérer et avoir des éléments de réponse, en fait, quelque part. Donc, on revient sur mon chewing-gum. Ce chewing-gum-là, vous le mettez entre deux organes, par exemple. En fait, il va venir diminuer la mobilité des organes et aussi le fonctionnement des organes. Et en fait, en kiné, c'est là où on va intervenir, on va venir essayer de redonner, quelque part, peut-être du mouvement, redonner de la mobilité au niveau de ces organes-là, alors au niveau des symptômes, parce qu'en fait, les organes, en fonction de où sont ces chewing-gums, donc ces adhérences, hein, d'accord, on va avoir différents symptômes. Ça peut être par exemple les douleurs de règles, on parlait tout à l'heure des douleurs au rapport, ça peut être des douleurs quand on va à la salle, à la défécation, des douleurs pelviennes, hein, ça peut être vraiment toute la zone pelvienne. Donc on va agir en fait finalement sur ces douleurs-là, d'accord? Et donc redonner de la mobilité à ce niveau-là grâce en fait à plusieurs outils. Dans les outils qu'on a, le but de tous ces outils, ça va toujours être de garder en tête d'améliorer la qualité de vie des patientes. Ce qu'elles veulent en fait, qu'est-ce que vous voulez. Est-ce que, moi j'ai des femmes, elles arrivent, leur première demande ça va être j'en ai marre, j'ai mal au rapport. Et puis la suivante, ça va être en fait j'arrive plus à m'accroupir. Je peux pas prendre mes enfants dans les bras, ça me fait trop mal, etc., etc. Donc on va toujours s'adapter en fait à votre demande et aussi vous donner des outils. Les outils pour que vous ayez en fait des outils en main pour pouvoir gérer ces douleurs-là. Parce que le but, c'est pas que vous soyez dépendant de la kiné, c'est juste d'avoir un outil différent qui vous amène en fait des choses que vous pouvez faire seul, parfois à la maison aussi. Devenir autonome. Exactement, c'est l'autonomie, on va dire le leitmotiv. Donc qu'est-ce qu'on va faire? En kiné, déjà on va faire de la thérapie manuelle. Donc ça, effectivement, c'est le kiné qui est formé qui va vous la faire. Mais par contre, alors c'est pas forcément des massages, ça peut être des massages du ventre, effectivement, mais ça peut être aussi aller mobiliser le bassin, les lombaires, aller mobiliser la zone pelvienne plus basse, donc l'utérus, ovaire, etc. Ça va vraiment être mobiliser les zones qui vont être douloureuses pour les femmes, en fait, finalement. Et en fait, ça va être une première partie. Et on la complète par de la mobilité à faire à la maison. Parce que du coup, l'intérêt, c'est de leur donner, par exemple, moi j'aime bien donner une petite routine, et je leur dis, t'essayes la routine à la maison. Parce que quand tu as des douleurs, cette routine-là, quelque part, elle va peut-être pouvoir t'aider. Donc en fait, on fait la routine ensemble, on la construit, on l'adapte, et puis finalement, on la fait évoluer en fonction de comment la patiente, comment la femme, en fait, gère sa routine. Elle me dit, ça va bien, je l'ai intégrée dans mon quotidien, etc. Et maintenant, j'arrive, en fait, à la faire toute seule. Et très bien. Et moi, en fait, derrière ça, je vais m'effacer un petit peu. Je vais dire, maintenant, tu arrives à gérer ça. Si tu arrives à gérer tes douleurs grâce à ça, c'est très bien. Moi, tu reviens me voir peut-être dans 1 mois ou dans 3 semaines. Le but, ça va pas être de la kiné que vous connaissez peut-être pour d'autres pathologies, où là, vous allez voir le kiné peut-être 2 fois par semaine. Là, le but, c'est vraiment de pouvoir gérer à la maison. Après, on va pouvoir travailler la respiration. Je ne sais pas si vous connaissez la cohérence cardiaque. Peut-être, je ne sais pas. En tout cas, si vous ne connaissez pas, je vous invite à essayer. C'est un outil gratuit, c'est fabuleux. Ça marche très bien sur, par exemple, le cortisol, qui est l'hormone du stress et qui est inflammatoire. Donc, on revient dans notre but un petit peu. Et ça marche aussi sur les douleurs chroniques, à moyen et long terme. Donc, un grand intérêt à ce niveau-là, parce que si vous êtes atteint d'endométriose, vous savez très bien que les douleurs sont chroniques et qu'en fait, on va arriver à un petit peu mieux les gérer grâce à cet outil-là. Il y a une application, je ne fais pas de la pub, je m'en fous, mais Respire Relax Plus,
C'est une appli souvent qui est connue. En tout cas, moi, les patients, je les rentre dessus. Vous avez une petite bille là qui monte et qui descend. 5 minutes, la bille, elle va monter sur 5 secondes. Vous prenez de l'air avec le nez. 5 secondes, vous videz l'air avec la bouche. Et en fait, vous allez faire 5 minutes d'exercice. Alors, le médecin qui a mis ça au point, lui, il est dans un protocole où il préférerait qu'on le fasse 3 fois par jour. J'aime bien dire déjà une fois. Si vous avez le temps, vous faites 2 fois. Idéalement, si vous avez vraiment le temps, vous faites 3 fois. Et déjà, prenez 5 minutes. Que ce soit, par exemple, le soir, en arrivant, pour relâcher un petit peu de la journée. Vous allez voir que même quand, par exemple, vous avez vos douleurs qui se présentent, c'est vraiment très intéressant. Moi, les patientes, en tout cas, me disent, tu vois, j'ai pensé à la cohérence et je l'ai faite. Et mine de rien, ça les aide. Donc ça, c'est un outil, c'est pas que de la kiné. Pour le coup, c'est accessible à n'importe qui. Vous pouvez le faire toute seule, sans problème. Et après, on va travailler aussi la respiration. On va travailler aussi en rééducation périnéale. On revient sur les douleurs dont on parlait tout à l'heure. Les anneaux, par exemple, sont un très bon outil, mais c'est important aussi d'aller travailler qu'est-ce qui se passe en fait, pourquoi il y a des douleurs. On peut avoir un périnée qui est peut-être un peu trop tonique, on peut avoir du mal à sentir son périnée, savoir mouler, parce qu'en fait on a tellement mal qu'on en a marre et qu'en fait on a coupé un peu entre les deux là. Et du coup le cerveau, lui, il sait plus trop ce qui se passe en bas. Et donc forcément que c'est compliqué d'avoir du plaisir, du désir ou même des rapports agréables si on ne sait pas trop ce qui se passe en fait. Donc en fait on va travailler sur toutes ces problématiques-là avec des outils différents, mais en tout cas toujours dans le but surtout d'autonomiser la patiente, comme on disait, et de lui permettre aussi d'avoir des outils pratiques à mettre en place à la maison. Donc le maître mot, c'est la mobilité. Oui. En fait, en gros, en kiné, de toute façon, nous les kinés, on est, on va dire, comment on peut dire ça, professionnels du mouvement, en fait, quelque part. Ça va être vraiment de redonner de la mobilité dans ce bassin, dans cette zone périnéale, dans ce dos, dans finalement tout ce corps qui souvent, comme vous avez des douleurs, vous voulez plus bouger. Vous voulez plus bouger en fait. Vous dites, si je bouge pas, j'ai moins mal. Et le problème, c'est qu'en fait, moins tu bouges, plus tu rentres dans un cercle vicieux que du coup, si tu bouges, t'as mal. Et on retombe dans le cercle vicieux de la douleur dont on parlait. C'est que du coup, après, comment tu fais pour t'en sortir de ça? Donc là, en fait, la kiné, ça va permettre de remettre du mouvement, soit de la mobilité, soit même, moi j'ai des patients qui sont étonnés de se dire, tiens, j'ai pu marcher 10 minutes et j'ai pas eu mal après. Alors, la marche, c'est un excellent exercice. Pas besoin d'avoir 50 outils, vous allez marcher, faites bouger votre bassin, votre périnée, vos hanches, c'est parfait. Donc vous voyez, il n'y a pas forcément besoin d'avoir des espèces de trucs un peu bizarres. Non, déjà des choses de base. Après, surtout des exercices de hanches. L'ouverture de hanches, de fermeture de hanches, se mettre accroupi, est-ce que vous arrivez à vous mettre accroupi? En fait, on va aller travailler tout ça. Et donc grâce à ça, on va avoir des outils et vous allez pouvoir repartir à la maison et surtout pas avoir besoin d'un kiné tout le temps. Le but de la kiné, c'est surtout que vous ne dites pas plus je vais aller chez le kiné, plus ça va être bien. Non. Par contre, il y a certaines choses qu'on va travailler spécifiquement, effectivement, en éducation périnéale, sur des problématiques de douleurs pelviennes ou de vaginisme, des choses comme ça qui peuvent arriver derrière. Oui, là, effectivement, il y a des choses que vous pouvez faire et des choses que le kiné pourra vous faire pour vous aider aussi. Mais n'hésitez pas, parce que je me rends compte que c'est encore trop peu conseillé. Ça change, heureusement. On acte à ça avec Dr Gazzani. Vraiment, c'est important en fait de faire changer les mentalités, de se rendre compte que la kiné est trop méconnue dans ce domaine-là. Alors, on revient au problème de l'annuaire. Le problème, c'est de trouver des collègues formés. C'est vrai que je reconnais que ça manque un petit peu sur l'île, mais je pense que peut-être aussi en allant chercher dans l'annuaire et en faisant l'annuaire, peut-être qu'on va avoir plus de professionnels, on va découvrir des professionnels qu'on ne connaît pas. Parce que même moi, quand je dois réorienter, des fois, je me sens un peu démunie en fait, parce qu'on n'a pas forcément tous les noms qu'on voudrait. Mais n'hésitez pas, vraiment, franchement, c'est un très très bon outil qui n'est pas médicamenteux, qui vous permet de pouvoir suppléer éventuellement si vous avez un traitement hormonal, peut-être ça peut suppléer ce traitement-là. Si vous souhaitez ne plus avoir de traitement hormonal, c'est aussi un excellent outil parce que justement ça peut vous aider soit au sevrage, soit à pouvoir vivre sans si vous le souhaitez. Donc en fait vraiment pour le coup, moi je pense que vous avez tout à y gagner, en tout cas à en faire. Alors après, je ne sais pas s'il faut montrer des choses, on verra plus tard. La kinésie peut aider, donc vous avez déjà donné pas mal de, oui, non, pas mal les exercices, de conseils, la marche voilà, aussi, la respiration. La marche, cohérence cardiaque, et puis surtout, faites bouger votre bassin. Vous aimez danser? Allez danser. Vous aimez, je sais pas moi... Enfin voilà, faites bouger votre bassin. Bouger. L'alimentation aussi peut aider. Vanessa, tu es nutritionniste.
docteur en phytochimie, et tu peux nous parler d'alimentation anti-inflammatoire. Est-ce que ça marche? Oui. Je peux en témoigner. Oui, non, mais c'est vraiment important de parler d'alimentation, et tu disais que le kiné, c'est pas assez connu dans le cadre de l'endométriose. L'alimentation, mais pareillement, je déplore que ce ne soit pas assez mis en avant quand on est face à des douleurs de règles. Et d'ailleurs, ce n'est pas que des douleurs d'endométriose, parce qu'on peut avoir des douleurs de règles sans pour autant souffrir d'endométriose. Mais en tout cas, tout ce qui est douleur cyclique, on ne fait pas le lien avec l'alimentation, mais le lien, il est là. Le lien, il existe, le lien, il est prouvé. Parce qu'en fait, il faut penser que le corps produit des hormones. Ces hormones-là doivent être éliminées du corps. Et dans le cas de certaines pathologies, eh bien, elles ont du mal à être éliminées correctement parce que le foie ne fonctionne pas correctement, parce que il y a des problèmes de transit, parce que il y a un surplus d'hormones. Donc, il y a plein de raisons qui vont faire qu'il y a ces hormones-là qui sont là. Et maintenant, vous allez me dire, c'est quoi le rapport avec l'alimentation? C'est que ce qu'on mange, on doit l'éliminer. Et plus on va l'éliminer correctement, eh bien, plus on va aussi aider à évacuer ces excès d'hormones. Parce que finalement, notre corps, il s'en débarrasse dans le tube digestif. Et après, qu'est-ce qui se passe? Si le transit est lent, s'il n'y a pas ce qu'il faut pour empêcher ces hormones d'être remises en circulation, eh bien, en fait, ça contribue à l'inflammation dans le corps. Et donc, vous allez me dire, donc, du coup, qu'est-ce qui permet d'évacuer ces hormones? Suspense. Donc des aliments qui favorisent le transit. Oui. Les fibres. Voilà. Les fibres, je parle de fibres à longueur de journée. Les fibres, les fibres, les fibres, les fibres. En ce moment, on parle beaucoup de protéines. Je ne sais pas si vous êtes sur les réseaux sociaux, c'est protéines à toute sauce. Mais les fibres, en fait. Alors, qui dit fibres dit légumes. C'est peut-être pas très sexy du coup, hein. Elle veut que je mange des légumes. Une nutritionniste qui veut que je mange des légumes. Quelle originalité. Non, les fibres sont tellement puissantes dans justement cette aide à évacuer les excès d'hormones, dans cette aide à justement favoriser une bonne action du foie, etc. Même s'il y a pas, on se dit qu'il n'y a pas de lien entre les deux, mais tout est lié dans le corps. Les fibres vont être vraiment essentielles. L'alimentation des Guadeloupéens, des Guadeloupéennes est dépourvue en fibres. L'alimentation de tous les Français, hein, je parle de la Guadeloupe. Dépourvue de fibres, parce que les légumes, c'est vraiment optionnel pour beaucoup de personnes. Et donc, vraiment, mon travail, ça va être de remettre ces fibres au goût du jour, au goût de notre culture, dans notre assiette, et pas à petite dose microscopique. Hein. Ah ouais, j'ai mangé un bout de concombre. Non, ça suffit pas. Désolée. Quels sont les aliments qu'on doit proscrire? Alors, les aliments les plus riches en fibres. Non, ceux qu'on doit proscrire. À proscrire, pas ceux à vraiment éviter. Toujours sur les fibres. Blocage sur les fibres. Alors, les aliments qu'on va proscrire. Bon, excuse-moi. C'est vrai que j'ai tellement l'habitude, j'évite de dire ne mange pas ci, ne mange pas ça. Je dis avant tout, mange ci, mange plus de légumes. Et en fait, plus on mange des bonnes choses, plus on a moins envie de manger des cochonneries. Ah tiens, j'ai des personnes qui me disent, bon, j'ai même plus envie d'aller au McDonald's, c'est bizarre. Je suis là, ouais, c'est bizarre. Depuis que tu as commencé à manger plus de bonnes choses, c'est vrai, le corps répond très 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 bien. Alors, bon, à proscrire, pour répondre quand même, les fritures, les aliments ultra transformés, donc forcément tout ce qui va être des plats préparés, des choses, des paquets des biscuits qui ont une liste d'ingrédients comme le bras, des aliments qui contiennent beaucoup d'additifs et des aliments qui sont vraiment très 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 éloignés de leur aspect brut. Voilà. Donc si on mange des aliments bruts, on mange des racines, des fruits et légumes locaux, on mange des protéines qui sont dans leur état naturel, etc., etc. Plus on va manger des choses brutes, et mieux c'est. Et moins on va manger des choses très packagées, très transformées, très industrielles. Et c'est plutôt ça qui est à proscrire. Donc
tu vois que la liste, elle est très très longue, donc c'est vraiment pas le but de faire une liste exhaustive comme ça. Par contre, qu'est-ce qu'on va ajouter? Les fibres, les légumineuses, les lentilles blanches, les lentilles corail, les lentilles vertes, les haricots, toutes sortes de pois. Et là, vous allez me dire, si vous avez l'endométriose, ah mais je ne vais pas manger ça. C'est vrai ou pas? Hein? Ah, je ne vais pas manger ça. Ben oui, vous allez me dire, parce que y a des femmes, vraiment, ça fait mal. Manger du chou, manger de l'igname, manger des choses comme ça, ça cause vraiment ça ballonne, ça fait mal au ventre. Donc évidemment qu'il faut y aller doucement, il faut vraiment, c'est ça que je fais, c'est introduire petit à petit, prendre soin du système digestif dans sa globalité, et puis utiliser un panel d'outils, parce qu'évidemment, pour gérer les douleurs de règles, il n'y a pas que l'alimentation, il y a aussi la kiné, il y a aussi l'activité physique dans sa globalité. Donc tu disais marcher, tout ça, je suis tellement 100% d'accord. Il y a la gestion du stress, voilà, apprendre à... C'est l'hygiène de vie. C'est l'hygiène de vie, exactement. Et donc, quand on ajoute une chose, ben, on peut avoir l'appareil, le TENS pour les qu'on a mal, on peut mettre la bouillotte, et puis on peut aussi prendre anti-inflammatoire. Enfin, on ajoute tellement de petites choses. Finalement, ça peut paraître beaucoup, mais ça devient une habitude, une routine qui fait que finalement on vit mieux, on a moins de douleur, on se sent mieux, on gère mieux, donc ça vaut le coup. Alors, est-ce qu'on peut ajouter à cette routine des plantes locales, peut-être Aude d'Allen, si vous pouvez répondre à cette question? Oui, absolument. Alors, je suis contente d'entendre cette routine globale parce que souvent, quand je conseille les femmes sur nos produits, je mentionne justement toutes ces étapes qui sont primordiales, vraiment de la mise en mouvement, le suivi thérapeutique de kinésithérapie, aussi l'alimentation de sources d'aliments antioxydants, anti-inflammatoires pour drainer au niveau du foie et d'organes. Et au niveau plante locale, celle qui en tout cas nous a intéressés pour le sujet des règles douloureuses, ça va être des plantes anti-inflammatoires. Donc, du coup, nous, au niveau local, et on parle dans nos produits de l'huile de calophylle, qui est très anti-inflammatoire, donc ce sont les calophyloïdes qui vont traiter l'inflammation au niveau de la douleur, et également le romarin, qui est une plante souvent entendue. Alors, en voie orale, en tisane, on la retrouve beaucoup pour ces sujets-là, et aussi en local, parce que quand on va venir se masser le bas du ventre, se masser le bas du dos, on va venir traiter l'effet spasmodique, on va venir travailler aussi au niveau du foie. Et cette synergie de ces deux plantes ensemble vont vraiment apporter un soutien à la femme pendant ses menstruations et ces périodes plus difficiles. Alors évidemment, ce n'est pas le produit tout seul, isolé, qui va faire des miracles, mais bien un ensemble de facteurs et de mise en cohérence. On n'est pas non plus un médicament, je le précise bien, il faut vraiment se faire suivre par des médecins, c'est très très important. Donc voilà, nous on prône vraiment de trouver des petites aides qui peuvent aider les femmes au quotidien, à notre niveau, avec notre humilité et avec des plantes locales que l'on produit du coup dans notre exploitation. Exactement. Je peux en citer aussi quelques autres. Il y a le gros thym. On peut faire la tisane avec le gros thym, avec le gingembre qui est anti-inflammatoire, mais ça marche tellement bien le gingembre, la tisane de gingembre. Je crois que Laurence va dire. Voilà, il y a beaucoup de plantes. En fait, presque, j'ai envie de dire, parce qu'en fait, quand on a l'endométriose, il faut agir au niveau digestif parce qu'on ne digère pas bien. En tout cas, je ne vais pas dire il y a beaucoup de femmes qui ont des problèmes digestifs. Donc, quand on va ajouter des plantes qui aident à la digestion, on peut citer le 3 tasses, la menthe, toutes les épices, anis étoilé. Je peux pendant des heures et des heures parler de plantes. Mais voilà, donc on va consommer des tisanes tout simplement. Et puis ça va être vraiment encore une chose qui va nous faire du bien, puisque c'est un moment aussi détente. Je fais mon petit thé, tout ça. Enfin, moi, j'aime bien le petit rituel du thé. Et puis, ça me fait du bien. Et puis, en même temps, ça m'aide à avoir moins mal. Et par contre, je le fais en amont. Ça, je voulais dire aussi. Il ne faut pas attendre d'être dans le nan-nan de la douleur. Et souvent, et pourtant, c'est tous les mois, hein, on oublie. C'est vraiment 10 jours avant, je commence à intensifier ma routine bien-être. Quand je fais plus d'activité physique avant les règles, vraiment, après, ça se passe mieux. C'est vrai, hein, plus d'activité physique, ça peut être du stretching et faire des torsions comme ça. Et d'autres exercices de kiné. Je fais ça en amont. Et puis, je bois mes petits thés en amont, 10 jours avant, 5 jours avant, je bois ma tisane. Franchement, ça marche bien parce que je diminue l'inflammation en amont.
et je mange bien, voilà, je mange correctement. Si je digère pas bien, ben, peut-être je peux privilégier les légumes cuits que les légumes crus, parce que les légumes cuits sont faciles à digérer, je ne sais pas si vous savez ça. Donc je vais peut-être éviter les crudités, même si voilà, on aime bien les salades, tout ça, mais je vais éviter les crudités avant, dans cette période prémenstruelle, hein, donc la phase lutéale. Je vais les éviter parce que si je sais que je digère mal, quoi. D'accord? Donc c'est pour ça qu'on individualise. Et puis je vais faire toutes ces petites choses, je bois mon petit thé et tout, et puis ça va bien se passer, ça va mieux se passer, quoi. Laurence, tu voulais intervenir? Tu utilises beaucoup les plantes locales. Je voulais intervenir parce que ça me parlait vraiment beaucoup, cette partie-là, puisque j'ai un parcours où j'ai fait une IRM très Vienne, ça fait déjà quelques années qu'on m'a diagnostiqué une endométriose profonde, donc et plus des fibromes, donc ça fait la totale. C'est arrivé un moment aussi où je faisais moins de sport, et je pense que l'alimentation, c'est vraiment, moi ça fait 4 ou 5 cycles, je veux témoigner, vraiment il y a vraiment une énorme différence. C'est la première fois de ma vie par exemple, où premier jour des règles, j'étais à Pointe-à-Pitre, talakata. Pour une fois, d'habitude je suis couchée malade et tout, et j'insiste sur, parce que c'est bien les 3 interventions que vous avez fait là vraiment, autre que le corps médical pur, parce que en fait cette maladie-là, effectivement, il faut tout mettre dedans. En fait, toutes ces activités, la partie kiné, ostéo aussi. Moi, je suis passée par les ostéos, même les chiropracteurs, pour arranger mon bassin, pour faire en sorte que tout se passe bien. Et effectivement, l'alimentation, c'est incroyable, les plantes ici qu'on a, le curcuma, les différentes choses qui permettent en fait comment on dit ça, détoxifier, diminuer l'inflammation. Voilà, diminuer l'inflammation. Et c'est véridique, ça marche réellement et vous avez vraiment beaucoup moins mal. La fatigue est quand même là, hein, donc il faut prendre des compléments alimentaires et tout ça. Et se reposer. Et se reposer. Mais c'est vrai qu'en tant que femme, bizarrement, on aurait dit que nous, il n'y a pas le droit du repos. Quand on est fatigué ou qu'on dort, qu'on a vraiment envie de dormir, parce que j'ai eu des périodes où j'étais vraiment crevée à rien pouvoir faire. Pourtant, j'avais pas mes règles ou quoi, mais ça enchaîne une espèce de fatigue chronique. Et vraiment, tu peux pas marcher tellement tu es fatigué. Là, moi, j'avais pas ça avant, mais maintenant, au fur et à mesure de la maladie et tout, je sais pas, ça c'est arrivé sur la fatigue. Mais je confirme réellement que cette alimentation riche en fibres, ça change énormément de choses, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut moins manger. Les acras et tout ça, on va en prendre 1 ou 2. Avant, je bouffais une assiette d'acra, et après, j'étais étonnée d'avoir mal. Mais c'est des choses comme ça. Quand on parle pour aller aux toilettes et tout ça, l'alcool, le rhum, moi je ne bois plus d'alcool fort. En tout cas, c'est très rare, parce que justement, l'inflammation, elle est énorme. Donc je pense que sur la mise en place, en tout cas dans tous les volets qu'on a vus ce soir, qu'il faut mettre vraiment en avant l'alimentation et le fait d'utiliser des tisanes et des choses comme ça, parce que l'achillée millefeuille, il y a un médicament qui fonctionne du feu de Dieu aussi, avec achillée millefeuille et l'alchimie. Enfin, je dis achillée. Tous les deux, achillée millefeuille, les deux, voilà. alchimie. C'est un herboriste. C'est un herboriste dans le sud de la France qui m'avait appris ça. Donc j'ai pris les tisanes. Après, j'ai retrouvé d'autres tisanes avec l'ortie aussi. Apparemment, c'est vraiment intéressant pour le foie. J'ai appris des choses en fait sur l'alimentation qu'on ne nous avait pas appris avant. En fait, on nous parlait beaucoup de prends un Doliprane ou prends, je sais pas moi, comment ça s'appelle là, le Tadis ou l'autre là. Il y en a 3 ou 4 et moi j'ai arrêté de prendre ces médicaments-là. Ou prends la pilule. Mais on n'avait pas parlé de l'alimentation. Et c'est des gens qui ont fait cette démarche avec la maladie pour aller découvrir ça. Et j'espère que le corps médical va intervenir là-dessus et bien préciser aux malades que oui, en passant par cette méthode, la douleur, elle est moindre. Ça ne veut pas dire que la maladie part, hein, c'est pas ça que je veux dire. Hein. Mais il y a vraiment une amélioration significative dans la douleur qu'on a, le bien-être qu'on a. Et je voulais rajouter par rapport au kiné qu'il y a la partie yoga, les gens qui font du stretching beaucoup,
Ça ressemble, c'est un peu ça. Hein. Oui, bah, t'as du yoga au féminin, en fait, quelque part, où tu vas aller axer sur des postures d'ouverture de hanche. L'ouverture de hanche, ouais. Tu vas travailler sur les torsions, exactement. En fait, tu vas aller travailler la respiration aussi, parce qu'en yoga, tu as la respiration carrée, par exemple, qui va rejoindre un peu la cohérence cardiaque. Donc, en fait, après, le but, en fait, en soi, c'est de bouger. Après, c'est pas forcément de faire ou de la kiné, ou ça, ou ça, ou ça. C'est juste de se faire plaisir et de trouver des activités qui permettent, en fait, de bouger le corps. Et là où il y a du plaisir, déjà, il y aura de l'efficacité, finalement. Est-ce qu'on peut retenir que le mieux vivre consiste en une prise en charge globale en intégrant global, oui, parce qu'il faut avoir le bon traitement médical aussi. Hein. Ouais, moi je suis très plante, mais je suis aussi. Il faut trouver avec le gynéco, bon gynéco, le bon traitement. Vous parlez de sécheresse vaginale, il y a des choses contre ça. Il ne faut pas rester là. Voilà, il y a des choses hormonales ou non hormonales, etc., etc. Et c'est pas parce qu'on a l'endométriose qu'on n'a pas droit non plus aux hormones. Donc. Ce qui est vrai pour une femme n'est des fois pas vrai pour une autre, parce qu'elles sont toutes différentes. Et moi, je vois beaucoup de femmes qui me font des retours et les témoignages sont... ça va dans tous les sens et c'est fabuleux parce que c'est riche aussi d'expérience. Il n'y a pas de vérité, en fait. Merci à toutes les trois pour vos précieux conseils. Je vous laisse retourner à vos places.